Donc c'est en ce sens qu'on vous donnera une enquête à répondre, derrière, et on vous demandera de nous faire parvenir les éléments de réponse courant septembre, afin de pouvoir revenir vers la DGEFP et avoir une idée de l'enveloppe qui serait nécessaire pour pouvoir couvrir notre besoin. Donc, ça sera la seule particularité que les entreprises adaptées pourront bénéficier. Après, la loi s'applique à toute entreprise et on sera, derrière dans la même gestion que n'importe quelle entreprise, PME ou autre structure, et le nouveau droit s'applique à toutes les entreprises adaptées. Donc voilà pour le point introductif. Mélanie, je vous passe la main pour démarrer la présentation. Oui, merci à tous d'être aussi nombreux connectés aujourd'hui. Un petit mot juste pour me présenter. Donc, je suis Mélanie Lecourt, je travaille chez KPMG depuis de nombreuses années dans le département de la gestion sociale, qui est le département qui gère l'accompagnement pour la réalisation des payes et le conseil en droit social et protection sociale des clients du cabinet. Et donc et moi je suis plutôt en charge de la partie doctrine paye et doctrine sociale. Donc le sujet des congés payés nous a occupés et continue à nous occuper aujourd'hui, comme vous. Et donc, je vais essayer de décrypter le sujet. Je vais essayer d'être le plus clair possible, j'espère. Et puis, voilà, vous pourrez poser vos questions voilà, plutôt sur la fin, comme le disait Sébastien, pour être sûr d'avoir tous les éléments bien en tête, parce que c'est assez dense et assez complexe. Donc, on a un programme, voilà, un programme sur l'heure. On va rappeler les nouveautés, la mise en œuvre, bien sûr, de ces nouveautés et les impacts sur la gestion des congés payés pour les entreprises. On regardera aussi les nouvelles règles de calcul d'indemnité de congés payés, l'impact des dispositions conventionnelles spécifiques sur cette nouveauté, et puis la gestion des périodes passées et le délai pour agir. Donc voilà, on va commencer par une petite mise en bouche et surtout un rappel chronologique assez rapide, juste pour que on se remette un petit peu les idées en place. Tout a commencé, alors pas seulement le 13 septembre 2023, mais bien avant, il y avait eu déjà des arrêts de la Cour de justice européenne, et puis la Cour de cassation, elle, s'est prononcée le 13 septembre 2023, et depuis cette date, tout a basculé. Ce qui s'est passé, c'est que dans le cadre de ces arrêts, donc il y a eu plusieurs arrêts rendus par la Cour de cassation, la Cour de cassation a décidé de se conformer en fait à la réglementation européenne et notamment à la jurisprudence européenne de ces dernières enfin ces 10 dernières années, et elle a décidé d'écarter partiellement les articles du Code du travail, donc notamment 2 articles du Code du travail, pour les considérer comme non conformes à la réglementation européenne, et décider que désormais les salariés qui sont en arrêt maladie ou accident du travail doivent bénéficier de congés payés, c'est-à-dire qu'ils doivent acquérir des congés payés pendant leur absence pour maladie non professionnelle. Et dans le cadre des maladies professionnelles, le droit à congé court même au-delà d'un an. Elle a décidé donc de considérer que ces règles étaient contraires au droit européen et qu'il ne fallait pas les appliquer. Chemin faisant, ensuite, la Cour de justice européenne est revenue sur le sujet en confirmant sa jurisprudence et nous indiquant que oui, les congés payés sont acquis pendant la maladie. Oui, les salariés qui sont malades et qui n'ont pas pu prendre leurs congés payés bénéficient d'un report, et ce report peut être limité. Donc la Cour de justice continue à nous donner un certain nombre de directives. Et là, elle nous dit, ce report, s'il existe, il peut être limité, et une période de 15 mois peut être considérée comme valable. Le Conseil constitutionnel, lui, en février 2024, a décidé, suite à 2 questions prioritaires de constitutionnalité, de se prononcer également sur le Code du travail, et notamment la constitutionnalité ou pas des articles du Code du travail sur les congés payés. Il avait, le Conseil constitutionnel, finalement 3 choix devant lui. En fait, 3 réponses étaient possibles. Soit le Conseil constitutionnel considérait les dispositions du Code du travail conformes
et sans réserve d'interprétation. Soit il nous disait que les dispositions du Code du travail étaient non conformes, il abrogeait les dispositions avec l'obligation pour le législateur d'intervenir dans le respect du droit de l'Union assez rapidement, soit il considérait que les dispositions n'étaient pas conformes et demandait l'abrogation à effet différé de ces dispositions. Eh bien, les sages du Conseil constitutionnel ont tranché en faveur de la conformité des dispositions du Code du travail, ce qui a un peu surpris, mais en fait, ils se sont positionnés sur les questions précises qui leur étaient posées, notamment sur le fait qu'il n'y avait pas dans le Code du travail d'atteinte au droit au repos et qu'il n'y avait pas d'atteinte au principe d'égalité. Donc, c'est posé la question de savoir quel était l'effet de cette décision du Conseil constitutionnel. Et en fait, la décision du Conseil constitutionnel n'a pas invalidé pour autant les principes posés par la Cour de cassation en septembre 2023 et a quand même poussé le législateur à agir, puisque de toute façon, les juges français auraient toujours considéré depuis ces arrêts que les dispositions du Code du travail n'étaient pas conformes de toute façon au droit de l'Union et qu'il fallait à un moment donné s'y conformer. Ce qui a poussé du coup le gouvernement à faire un projet de loi, à proposer un projet de loi pour se mettre en conformité. Ça a un petit peu duré puisque la loi n'est parue que le 22 avril 2000, pardon, il y a une petite faute, de 2024. Et le Conseil d'État a également rendu un avis assez détaillé sur l'amendement en fait, qui introduisait la mise en conformité du Code du travail sur le droit ACP, dont on parlera un petit peu tout à l'heure. Et la loi est parue et maintenant entrée en vigueur. Donc, cette loi est entrée en vigueur. Bien sûr, les nouvelles dispositions qu'on va voir s'appliquent pour les salariés. J'ai un écho. J'ai désactivé les micros normalement, Mélanie, ça devrait aller. D'accord, merci. Oui, donc je ne sais plus ce que je disais, c'est pas grave. Oui, donc la loi s'applique à compter des périodes de référence qui étaient en cours au moment où la loi est parue, c'est-à-dire la période d'acquisition des congés légaux du 1er juin 2023 au 31 mai 2024. Donc ça, une chose est sûre, c'est que depuis cette période d'acquisition qui est aujourd'hui passée, mais qui était en cours au moment de la publication de la loi, on pouvait déjà se mettre en conformité et commencer à appliquer sur les bulletins de paye les dispositions, les nouvelles dispositions du Code du travail. On verra ensuite comment on gère les périodes passées. Donc on va intégrer maintenant les modifications législatives. Alors les modifications législatives, elles sont diverses. Tout d'abord, la première modification, c'est l'introduction d'un article dans le Code du travail qui vient nous préciser que les périodes de suspension du contrat pour maladie non professionnelle ouvrent droit à congé payé et elles ouvrent droit à congé payé à hauteur de 2 jours ouvrables par mois d'absence, soit, si on parle en jours ouvrés, de 1,667 jours ouvrés. Donc, on n'est pas sur une acquisition classique de 2,5 jours ouvrables, on est sur une acquisition de 2 jours ouvrables par mois d'absence pour maladie non professionnelle. Pour la maladie professionnelle, là aussi, le Code du travail a été modifié. Et maintenant, il n'est plus question de limiter l'ouverture et l'acquisition des droits à congés payés en cas d'absence pour maladie professionnelle, c'est-à-dire qu'on continue à acquérir, au-delà d'une année d'absence, des congés payés en cas d'absence pour maladie professionnelle ou accident du travail, et ce, à hauteur de 2,5 jours ouvrables par mois, soit 2,08 jours ouvrés. On poursuit sur les modifications. Donc là encore, une nouvelle modification législative, puisque la loi a introduit une nouvelle obligation pour l'employeur, donc une obligation d'information à la charge de l'employeur, via un nouvel article du Code du travail, le L3141-19-3. Et cet article vient nous dire qu'à l'issue d'une période d'arrêt de travail, pour cause de maladie ou d'accident, l'employeur doit porter à la connaissance du salarié, dans le mois qui suit la reprise du travail, les informations suivantes. Il y a 2 informations à donner à son salarié qui revient d'une absence pour maladie. La première, c'est le nombre de jours de congé que le salarié a acquis pendant son absence. Et la deuxième, c'est la date
jusqu'à laquelle ces jours qu'il a acquis pendant son absence peuvent être pris. Alors, plusieurs remarques sur ce nouvel article. Première remarque, c'est que l'article ne fait pas de distinction entre accident du travail, maladie professionnelle et maladie non professionnelle. Donc, toutes les absences, on va dire, pour maladie ou accident, qu'elles soient d'origine professionnelle ou non professionnelle, donnent lieu à cette information. Et le Code du travail, ce nouvel article, ne nous dit pas non plus quel est le nombre de congés payés, quel est le nombre d'absences, le nombre de jours d'absence qui pousse à donner cette information. Autrement dit, quel que soit le nombre de jours d'absence, eh bien, l'employeur est obligé de porter à la connaissance du salarié cette double information. Et là, ça pose une difficulté puisque je ne sais pas si vous avez en tête la règle des équivalences dont on parlera tout à l'heure, c'est que en deçà de 4 semaines d'absence d'un salarié, quel que soit le type d'absence, AT, MP, maladie non professionnelle, le droit ACP n'est pas impacté, ou congé sans solde, quel que soit le type d'absence. C'est-à-dire que le salarié peut être absent jusqu'à 4 semaines, il aura quand même ses 30 jours ouvrables de congés payés ou ses 25 jours ouvrés. Alors, je suis désolée, je ne peux pas lire en même temps que j'anime les questions, donc je laisse Céline en répondre à certaines, et puis on reprendra quelques-unes sur la fin. Donc, quel que soit le nombre de jours d'absence, finalement, on doit informer le salarié de son droit ACP qu'il a acquis pendant cette absence, ce qui peut aller jusqu'à des situations un petit peu aberrantes, dans le sens où je peux être absent 2 jours pour maladie, et je vais devoir être informé de mon droit. Donc, ça peut être un petit droit à congé, au prorata des 2 jours de congé acquis pour un mois. Je vais être informé de mon pouillème de droit ACP au titre de ma maladie. Et pour autant, peut-être qu'à la fin de la période de référence, je n'aurais pas été absent 4 semaines. Et donc, mon droit ACP n'aura pas été impacté, et donc j'aurai bien mes 30 jours. Donc là, aussi, il nous manque quelques précisions de la part de la DGT, puisque aucune précision n'est portée dans le texte, et la DGT ne se saisit pas pour l'instant de l'information, en tout cas de ce sujet de l'information, et en tout cas à partir de quel moment il faut le faire. Alors nous, on conseille pour l'instant d'attendre que les salariés aient atteint ces 4 semaines d'absence pour que l'information qu'on lui porte, elle ait un sens, et qu'elle soit véritable, en fait. Autre précision, certains logiciels de paye aussi prévoient d'indiquer de manière partielle le nombre de jours acquis au titre de la maladie. Alors, je sais que certains logiciels le prévoient et permettent aussi de ne pas activer cet affichage. Sachez que lorsque on informe sur le bulletin de salaire du nombre de jours acquis, on répond que partiellement à l'obligation d'information, puisqu'il faudra de toute façon dire au salarié la date jusqu'à laquelle il peut prendre ses congés payés. Donc voilà pour cette nouvelle obligation d'information qui pose, on le voit, quelques difficultés de compréhension, en tout cas d'appréhension technique. On poursuit sur les modifications, et maintenant on va voir quel est l'impact réel des autres modifications législatives, et notamment des nouvelles règles de report. Alors, il y a là aussi 2 nouveaux articles du Code du travail qui prévoient 2 nouvelles règles de report qui vont en fait viser 3 situations. Et on va voir ensemble, pour chacune des situations, un petit exemple illustratif pour essayer de comprendre comment tout cela fonctionne. Premier article, L3141-19-1, on nous dit que lorsque le salarié est dans l'impossibilité, pour cause de maladie ou d'accident, de prendre au cours de la période de prise tout ou partie de ses congés qu'il a acquis, il va bénéficier d'une période de report de 15 mois. Et cette période de report de 15 mois, elle va débuter au moment de la reprise du salarié, et surtout au moment où le salarié va recevoir les informations dont on vient de parler, de la part de son employeur. Cette règle de report ne vaut que si l'absence du salarié est inférieure à 1 an, c'est-à-dire qu'elle ne couvre pas toute la période d'acquisition des congés.
c'est-à-dire qu'elle ne couvre pas juin 23, mai 24, par exemple. S'il est absent qu'une partie de la période de référence, pendant 3 mois sur cette période de référence, eh bien, on va commencer à déclencher le report au moment où il reprendra son poste et à condition que l'employeur l'ait informé des deux informations obligatoires. Donc ça vaut pour les congés qui ont été acquis avant l'arrêt et qui ne peuvent pas être pris parce que le salarié est malade pendant la période de prise, ou alors les CP acquis pendant l'arrêt et qui, du fait de la durée de l'arrêt, ne pourront pas non plus être pris pendant la période de prise. La deuxième règle de report vise la troisième situation qui est celle des arrêts maladie supérieurs à 1 an, c'est-à-dire ceux qui vont couvrir toute la période d'acquisition des congés. Et dans ce cas-là, comme le salarié est absent sur toute la période d'acquisition, la période de report, de 15 mois là aussi, va commencer à courir, non pas à sa reprise, parce que le salarié, potentiellement ça va viser des cas où le salarié est en maladie de manière un peu continue, ou en tout cas ça va dépasser la période de référence, eh bien la période de report commencera à courir à la fin de la période d'acquisition. Et là, si jamais il y a reprise du travail, eh bien, cette période de report sera suspendue le temps que l'employeur donne les informations aux salariés et après, le report continue à courir jusqu'à l'expiration des 15 mois. Donc, on va voir des exemples illustratifs. Déjà sur le premier cas numéro 1, des congés acquis avant la maladie. Donc là, on est sur le premier article du Code du travail qu'on a vu. Le report commence à courir à la reprise et on va voir un exemple. Donc là, on a un salarié. Dans son entreprise, les périodes de prise de congé sont fixées du 1er mai 2024 au 30 avril 2025. On a une période d'acquisition qui est classique du 1er juin au 31 mai. Et notre salarié est absent pour maladie non professionnelle du 1er janvier 2025 au 2 avril 2025. Donc il est malade sur une partie de la période de prise. Il revient avant la fin de la période de prise, mais quand même, il lui reste plus beaucoup de temps pour prendre ses congés. Donc là, notre salarié, il revient le 2 avril. On imagine que son employeur l'informe le 15 avril du nombre de droits qu'il a acquis et qu'il avait aussi à solder de sa période de référence avant. Il l'informe le 15 avril, donc le report de 15 mois peut potentiellement commencer à courir et il va courir jusqu'au 15 juillet 2026. Il courra si le salarié est dans l'impossibilité entre le 2 avril 2025 et le 30 avril 2025, qui est la fin de la période de prise, de prendre les jours de congé qu'il a acquis au titre de la période d'acquisition du 1er juin 2023 au 31 mai 2024. D'accord ? S'il ne peut pas prendre ses congés, le report courra jusqu'au 15 juillet 2026. Il pourra prendre ses congés tranquillement sur l'autre période de prise. Maintenant, s'il peut, sur les 28 jours calendaires qui lui restent, donc un peu moins en nombre de jours travaillés, il pourra prendre ses jours de congé en fonction du nombre de jours de congé qui lui restent. En revanche, pour les congés qui ont été acquis sur la période 1er juin 24, 31 mai 25, donc il y a un petit bout de la période d'acquisition qui est sur la période de maladie, mais là, il n'y aura pas de report puisque le salarié étant revenu, en toute logique, il pourra prendre ses congés payés sur la prochaine période de prise de mai 25 au 30 avril 26. Pour ces congés-là, il n'y aura pas de report. Cas numéro 2. Donc là, on a un salarié qui a acquis des congés payés pendant sa maladie. Il est toujours absent moins d'1 an, donc qu'une seule partie de la période de référence, mais il a acquis des congés payés pendant sa maladie et donc on va voir quel est le devenir finalement de ces congés acquis pendant la maladie. Et là, on va prendre deux hypothèses différentes. La première hypothèse avec un salarié qui est en arrêt maladie non professionnelle de février à mars 2024, donc pendant 2 mois. Dans l'entreprise, on nous dit que la période de prise est de août 24 à avril 25. Et il a un arrêt de moins d'1 an et il reprend le travail le 1er avril 24. Du coup. Donc l'employeur a 1 mois pour lui donner l'information sur ses CP. Il lui fait cette information le 15 avril. Donc là, en théorie, on se dit
15 avril, ma période de report de 15 mois, elle peut commencer à courir. Mais je vais quand même regarder si elle a lieu de courir ou pas. Donc, ces congés payés pourraient être reportés jusqu'au 14 juillet 2025, fin des 15 mois. Mais dans la mesure où le salarié sera présent sur la période de prise, de août 24 à avril 25, la règle de report ne joue pas ici. En revanche, hypothèse B, on a un salarié, donc période d'acquisition classique, avec une période de prise de juin à octobre. Notre salarié est absent du 1er avril au 31 octobre. Donc, sa maladie couvre toute la période de prise. Comme il est absent sur toute la période de prise, les CP qu'il aura acquis seront reportés à compter de la reprise de son travail, et ce pour 15 mois, bien sûr sous réserve que l'employeur lui ait fait l'information. Et puis, on va enchaîner sur le troisième cas, donc qui là est visé par le deuxième article sur les règles de report. Et là, on est sur une absence d'un salarié qui était absent sur toute la période de référence. Et ça peut arriver aussi qu'on ait des salariés qui étaient absents sur plusieurs périodes de référence. Donc là, on a un salarié en arrêt maladie non professionnel de février 2023 au 31 août 2024. Donc là, on va décortiquer chaque période de référence. Donc de février 23 au 31 mai 23, donc du début de son absence maladie jusqu'à la fin de la période de référence de 22-23. Là, le salarié a été absent 2 mois, donc il va acquérir 4 mois, et il va acquérir 8 CP. D'accord ? Puisqu'on est bien sur une période de maladie qui est inférieure à 1 mois. Et là, on fera courir le report à compter de la reprise du salarié. Donc, de octobre 24, s'il revient, par exemple, si le salarié revient au mois de septembre, que l'employeur prend le mois complet pour se décider à l'informer, eh bien, la période de report commencera à courir de octobre 24 à décembre 25. Ensuite, sur la période de référence de juin 23 à mai 24, donc là, le salarié a été absent toute la période, il va acquérir 24 CP, puisque sur les périodes passées, on plafonne à 24 jours ouvrés de droit à CP au titre de la maladie, okay, sur les périodes antérieures. Donc sur cette période, le salarié est en arrêt toute la période de référence. Le report de 15 mois va commencer à courir en revanche à partir de la fin de période de référence qui est donc de juin 24 à août 25. Et cette période, elle sera bien sûr suspendue au moment de la reprise du salarié jusqu'à ce que l'employeur lui fasse l'information, la double information qu'il doit lui faire. Maintenant, on verra peut-être que ces congés pourront être repris sur une période de prise postérieure. Donc, il faut se dire, je regarde si ça couvre toute la période, je fais commencer mon délai de report et je vois si ce délai de report a lieu d'être, parce que le salarié, au moment de sa reprise, il pourra peut-être prendre ses congés payés. Et enfin, sur la fin de l'arrêt maladie, donc de juin 24 à août 24, donc là, il est absent 3 mois, il va acquérir donc ces 2 CP au titre de la maladie, donc va acquérir 6 CP. Et là, comme c'est une période de maladie qui est inférieure à 1 an et qui ne couvre pas toute la période de référence, le report de 15 mois va courir, bien sûr, en théorie, à la reprise du travail et de l'information faite par l'employeur. Donc, imaginons de octobre 24 à décembre 25. Mais cette période de prise de CP, de ces CP-là qu'il a acquis, elle est de juin 25 à mai 26. Si le salarié est revenu, et c'est le cas, il pourra prendre ses CP. Donc là, la règle de report ne jouera pas. On va y arriver sur les périodes antérieures. On va y arriver. Alors, une illustration ensuite du Code du travail numérique qui justement couvre plusieurs périodes de référence et le salarié revient après la période de report de 15 mois. Donc là, vous avez un salarié qui est malade du 1er février 2024 au 30 septembre 2026. Là, on couvre finalement 3 années et plusieurs périodes de référence. Donc, il va acquérir des congés payés
Donc, sur la période juin 23, mai 24, il va acquérir des congés payés, y compris pendant sa maladie. Il va acquérir des congés payés pendant sa période de maladie totale de juin 24 à mai 25. Également sur sa période de maladie de juin 25 à mai 26. Et puis, sur le petit bout, sur 26-27, il y aura une acquisition en partie sur une période de maladie et le reste sur une période de travail. Le 31 mai 2025 correspond, vous le voyez à l'écran, à la fin de la période d'acquisition des congés payés acquis au titre de juin 24 à mai 25. Et au 31 mai 25, du coup, le délai de report de 15 mois va commencer à courir. On est sur une absence qui couvre toute la période de référence. Donc, on se positionne à la fin de la période de référence pour faire courir le délai de 15 mois. Le 31 mai 26 correspond à la fin de période d'acquisition des congés payés de juin 25 à mai 26. Le salarié était malade, là aussi, notre délai de report de 15 mois commence à courir à la fin de la période de référence. On nous dit que le salarié revient le 1er octobre 2026. Donc, à ce moment-là, l'employeur l'informe de ses droits à congés et des dates à laquelle il peut prendre les congés payés le 1er octobre 2026. Voilà, il le fait le premier jour de sa reprise. Donc, ce 1er octobre 2026 va marquer, donc date de l'information, va marquer le point de départ du report des congés payés, acquis en 23, de juin 23 à mai 24, puisque ces congés, il y a une période de maladie qui était inférieure à la période de référence. Donc là, on se place au moment de la reprise et on déclenche le délai de report de 15 mois. Donc pour la période de report des congés payés, donc 23-24, ces CP n'ont pas été pris, hein, donc ils ne sont pas perdus. Ensuite, pour la période de report des congés payés de juin 24 à mai 25, le délai de report a expiré le 31 août 26. Le salarié était encore malade, n'a pas pu les prendre, donc ils sont perdus. Le salarié, s'il ne revient pas avant le délai de 15 mois, il perd ses congés. Le délai de report des congés 25-26, le délai de report aurait expiré en août 27, mais comme le salarié est revenu le 1er octobre 2026, il a été informé de ses droits le 1er octobre 2026, il a donc 11 mois pour poser ses congés. Donc là, le report ne fonctionne pas puisqu'il pourra prendre ses congés payés, de même que pour la période de 26 à 27, acquis sur la période 1er juin 26, 31 mai 27, y compris pendant la période de maladie, mais là, il pourra les prendre puisque la période de prise commence à courir au 1er mai 2027. Donc s'il n'est pas malade, pas de souci, il pourra prendre ses congés. Donc là, sur les slides suivants, vous avez de manière plus synthétique les règles de report en fonction de chaque cas. Si vous avez un salarié qui est absent depuis au moins 1 an à l'expiration de la période de référence, bien là, le report des 15 mois commence à courir à la fin de période de référence et on va se poser 2 questions. Est-ce que le salarié reprend le travail avant la fin du délai de 15 mois? Si oui, l'employeur informe le salarié du nombre de jours de congé et de la date de prise. Si le salarié revient, comme tout à l'heure, après l'expiration du délai de 15 mois, eh bien, les CP reportés sont perdus. C'est qu'il y a un moment, pour pas qu'il y ait un report ad vitam aeternam, même si le salarié n'est pas revenu au moment de l'expiration du délai de 15 mois, il perd ses congés. Tout ça pour qu'on n'arrive pas à accumuler des congés en cas de longue maladie sur des périodes trop longues. Alors, il y a quelqu'un qui ne comprend pas pourquoi il a perdu ses congés 24-25. Donc, les congés qu'il a acquis de juin 24 à mai 25, comme le délai de report a expiré le 31 août 2026, le salarié était encore malade. Donc, il ne pouvait pas les prendre. Donc, vous ne pouvez pas lui faire prendre, ils sont perdus. Et là, c'est une illustration du code du travail numérique. Donc, bien sûr, vous aurez le support, mais en allant sur le code du travail numérique, vous avez
un autre exemple, hein, il n'y a pas non plus foison d'exemples, là c'en est un, il y en a encore un autre, avec le détail des explications qui est repris. Et l'autre synthèse qu'on a, c'est sur le salarié qui, lui, est absent moins d'1 an pendant la période de référence. Et donc là, si le salarié reprend le travail avant la période de prise, on l'a vu tout à l'heure, eh bien, le report ne joue pas, il n'y a pas besoin, puisque s'il lui reste des CP à prendre, que l'employeur peut lui faire prendre ses CP, c'est-à-dire qu'il reste assez de jours, en fait, sur la période de prise pour solder ses congés, il n'y a pas de report, mais il y a juste un décalage dans la prise. Par contre, si, comme tout à l'heure, on se retrouve avec un reliquat de période de prise qui est trop petit pour prendre tout le solde de congé et que l'employeur n'est pas en mesure de faire prendre les congés payés aux salariés, là, on bascule sur le report et donc dans la même règle qui s'appliquera au salarié qui reprend le travail après l'expiration de la période de prise. Et là, on fait jouer la période de report de 15 mois, à compter toujours de l'information de l'employeur. Alors, calcul de l'indemnité maintenant. Là aussi, il a fallu s'adapter pour le calcul de l'indemnité puisque eh bien, le salarié qui est malade n'acquiert pas 2 jours et demi, il acquiert 2 jours par mois de maladie non professionnelle, hein, d'accord? Donc, il a fallu adapter le calcul de la provision CP. Donc, le texte vient nous dire, comme 2, c'est 80% de 2,5, eh bien, on va prendre 80% de sa rémunération théorique qu'il aurait perçue s'il avait travaillé pour reconstituer la provision CP. Donc là, si on prend l'exemple d'un salarié qui gagne 2 000 € par mois, qui est en arrêt maladie simple pendant 4 mois sur la période de référence, eh bien, il aura acquis 2 jours de congé sur ces 4 mois au lieu de 2,5. Donc, on va dissocier les périodes de travail et les périodes de maladie. Sur la période de travail de 8 mois, eh bien là, on prend son salaire de référence plein à 100%. Et sur les 4 mois de maladie, on va prendre son salaire de référence à 80%. Okay, et donc, le tout constituera la base de notre base dixième. Okay, les 22 400, ça sera la base qui va nous servir pour le calcul ensuite du dixième. Il faut, bien sûr, une fois qu'on a vu tout ça, faire attention aux dispositions conventionnelles de branche plus favorables. Puisque, vous le savez, vous pouvez avoir des conventions collectives qui prévoient que pendant la maladie, alors des fois c'est pendant les 2 premiers mois de maladie maintenue, parfois d'autres conventions collectives vont dire c'est en fonction du maintien de salaire et de l'ancienneté du salarié, et qu'on va maintenir les droits ACP du salarié classiquement. Donc, dans ce cadre-là, ça veut dire que les dispositions conventionnelles prévoient l'acquisition pendant la maladie du salarié selon une période en général qui est limitée, à hauteur de 2,5 jours de congé par mois, et non pas 2 jours. Donc là, on est sur du plus favorable. Et donc, la jurisprudence de la Cour de cassation historique sur le comparatif des dispositions conventionnelles et légales nous dit que les avantages doivent se comparer globalement et ne peuvent pas se cumuler. Et donc, c'est là où on va par arrêt devoir regarder si c'est la disposition de la convention collective ou la disposition de la loi qui est plus favorable. Et on ne fait pas une application distributive. On ne fait pas un mois la loi, un premier mois de l'arrêt la loi, deuxième mois de l'arrêt la convention. Non, c'est sur toute la durée de l'arrêt, on choisit l'un ou l'autre. Donc, au final, si l'absence pour maladie non professionnelle est plus courte que la durée assimilée par le régime conventionnel, eh bien, ça veut dire que le régime conventionnel sera certainement plus favorable, très certainement, même sûrement, de manière sûre. Et si l'absence est plus longue que la durée assimilée par le régime conventionnel à du travail effectif pour l'acquisition des congés à hauteur de 2,5, eh bien, là, il faudra appliquer soit la loi, soit la convention, et certainement la loi. Et imaginons que si on a commencé, parce que l'arrêt, on ne sait jamais trop quand se finit l'arrêt, donc on peut se dire finalement les 2 premiers mois c'était bien la convention collective, puis on s'aperçoit que
que la maladie se prolonge et qu'à un moment donné, c'est le régime légal qui va devenir plus favorable. Donc, dans ce cas-là, le calcul des droits à congés payés devra être régularisé sur toute la durée de l'absence. Donc, finalement, ce n'est qu'à la fin de l'arrêt qu'on sait si c'est la disposition légale ou la disposition conventionnelle qui peut s'appliquer. Donc là, vous avez là aussi des éditeurs de logiciels, des logiciels de paye qui sont paramétrés pour prendre en compte ces particularités qui s'appliquent très bien. Par exemple, nous, on travaille sur le logiciel Silay et je sais que certains d'entre vous l'utilisent et le paramétrage conventionnel est pris en compte. Sur d'autres logiciels, je ne sais pas, mais en tout cas, il faut faire attention à ce que ce soit bien paramétré et pris en compte, sinon il faut régulariser dans les compteurs des salariés. Et donc, dans ces cas-là, bien sûr, on va adapter le calcul de la provision CP, puisque le temps que c'est la convention collective qui est plus favorable, ça veut dire que je vais prendre les salaires fictifs à 100%, puisque, vous le savez, les conventions collectives, elles ont été négociées avant la loi Dadu, donc elles ne prévoyaient pas une acquisition égale à 2 jours par mois d'absence. En général, elle disait le salarié est malade, acquis des congés payés pendant X temps, et c'est à hauteur de 2,5 jours, hein, d'accord, comme le droit commun. Donc, pendant cette période, il faut prendre les salaires fictifs à 100%. Et à partir du moment où on bascule sur l'acquisition au titre de la loi, eh bien là, le salaire fictif sera pris à 80%. Alors, petit focus sur la règle d'équivalence dont je vous parlais tout à l'heure. Cette règle d'équivalence, elle n'est pas nouvelle. C'est un article du Code du travail qui n'a pas été modifié par la loi Dadu et qui nous dit que sont assimilés à un mois de travail effectif pour la détermination de la durée des congés les périodes équivalentes à 4 semaines ou 24 jours de travail, 24 jours ouvrables. Hein. Donc, chaque période, finalement, de 4 semaines de temps de travail effectif ouvre droit à congés payés. Si on regarde notre année civile, on a 52 semaines sur une année civile. On a, si on enlève, je vous disais tout à l'heure, 4 périodes d'absence, pourquoi 4 semaines d'absence? 4 semaines d'absence, ça ne change rien parce qu'en enlevant 4 semaines d'absence, on reste sur 48 semaines et ça fait quand même 12 périodes de 4 semaines. Donc 12 fois 2,5, le salarié a quand même ses 30 jours ouvrables. Donc vous voyez que tant que le salarié n'a pas été absent au moins 4 semaines, ou 24 jours ouvrables, eh bien son droit à CP n'est pas impacté. D'où l'intérêt de ne pas l'informer dès ses premiers jours d'absence, parce que cette information, elle ne servirait à rien, parce qu'on viendrait lui dire « vous avez un droit à CP proratisé du fait de votre absence », alors qu'au final, à la fin de période de référence, s'il est absent 3 jours, ou 2 semaines, ou 3 semaines, enfin en tout cas inférieur à 4 semaines, eh bien son droit à CP sera complet. Donc là, pour l'instant, par exemple sur Silane, on a fait une demande d'évolution pour qu'on puisse avoir une alerte quand le salarié est absent, au moins 4 semaines. Voilà pour le gros, on va dire, des modifications qu'il faut avoir en tête. Et maintenant, on va aborder, avec tout ça, comment on va gérer les périodes passées et les délais pour agir. Et on va, pour le coup, vraiment axé sur les anciens salariés, puisque c'est ce qui va vous préoccuper le plus pour essayer d'avoir un fonds de compensation au titre des salariés sortis. Eh bien, pour ces salariés sortis, que nous dit le texte? Eh bien, la loi, elle n'a rien prévu. La loi n'a rien prévu pour les salariés sortis. On a un avis du Conseil d'État dont je vous parlais tout à l'heure, qui a rendu un avis assez complet sur le projet d'amendement avant que la loi ne sorte, qui a renvoyé aux dispositions de droit commun. Les dispositions de droit commun, c'est la prescription triennale, c'est-à-dire de 3 ans. C'est-à-dire que le salarié a 3 ans pour agir à compter de la rupture de son contrat et il peut réclamer des sommes au titre des 3 dernières années qui précèdent la rupture de son contrat de travail. Donc on distingue le délai pour agir, qui est de 3 ans à compter de la rupture. Passé ces 3 ans, le salarié n'a pas le droit de faire des réclamations. En tout cas, il sera prescrit
dans le sens où son action ne sera pas valable. Mais s'il fait bien son action dans les 3 ans qui suivent la rupture de son contrat de travail, eh bien, il pourra réclamer des sommes au titre des 3 années qui précèdent la rupture de son contrat. Donc, imaginons qu'on fasse un état des lieux au 1er septembre 2024 au sein des entreprises adaptées. Donc, dans vos structures, vous faites un état des lieux au 1er septembre. Ça veut dire que vous n'allez regarder que les salariés dont le contrat de travail a été rompu depuis le 1er septembre 2021. Les salariés dont le contrat de travail a été rompu avant sont prescrits. Donc, il n'y a pas lieu d'être. Donc, on va regarder déjà que ces salariés-là. Donc, ça permet déjà de filtrer le nombre de salariés. Et ces salariés vont pouvoir réclamer sur les 3 années qui précèdent, donc jusqu'au 1er septembre 2018. Mais en termes de congés payés, on parle en période de référence. Et au 1er septembre 2018, la période de référence de congés payés qui était en cours à ce moment-là, c'est celle qui avait commencé le 1er juin 2018. Donc, ils vont pouvoir réclamer des congés payés au titre de leur absence pour maladie non professionnelle entre le 1er juin 2018 et le 1er septembre 2021. D'accord ? Je ne parle pas des accidents du travail parce que la disposition qui est venue supprimer la période d'1 an, la limite d'1 an pour l'acquisition des congés payés quand on est en AT, elle n'est pas rétroactive. Donc, elle ne vaut que pour l'avenir, c'est-à-dire elle n'est applicable que depuis l'entrée en vigueur de la loi. Donc, les salariés ne peuvent réclamer que des congés payés au titre des périodes de maladie non professionnelles et dans la limite de 24 jours ouvrables par an. Qu'ils aient été absents une partie ou toute la période de référence. On plafonne à 24 jours. C'est ce que nous dit par contre là le texte est clair. Il nous dit bien sur les périodes antérieures, on plafonne à 24 jours. J'espère que c'est clair du coup pour ces salariés. On a une autre petite infographie qui vous permet de la visualiser autrement. Vous avez là donc la prescription de la créance qui sont les 3 ans qui précèdent la rupture, c'est-à-dire la période sur laquelle je peux réclamer des indemnités compensatrices de congés payés, et le délai de prescription pour agir, pour tenter une action, pour réclamation, qui est de 3 ans à compter de la rupture. Au-delà, l'action est prescrite. Alors, il peut y avoir un doute. Vous pouvez lire ici et là des différents articles sur les périodes antérieures aux 3 ans, qui pourraient remonter au 1er décembre 2009 pour les salariés sortis, mais rien n'est fixé. Et ce ne sont pour l'instant que des articles où on se pose vraiment des questions, mais aucune règle n'est établie et ne permet de dire qu'on aurait gain de cause si on remontait au-delà. Donc pour l'instant, il vaut mieux, en tout cas de manière certaine, remonter que sur les 3 dernières années qui précèdent la rupture du contrat. Maintenant, sur les salariés en poste, on va finir finalement par le plus simple, parce que ces salariés en poste, donc depuis la période de référence qui s'est ouverte le 1er juin 2023 et clôturée le 31 mai 2024, la loi DADU doit s'appliquer sur les compteurs des salariés. Donc je le sais, les éditeurs ne sont pas forcément tous à jour, donc il faut, en tout cas pour ces salariés-là, peut-être faire un état des lieux, éventuellement régulariser les compteurs à la main si votre logiciel ne permet pas de faire les régules automatiques. Ces salariés, en fait, les salariés en poste, là pour le coup, la loi est venue nous préciser quelque chose. Elle est venue nous dire que ces derniers peuvent bien sûr réclamer depuis le 1er décembre 2009. Donc ça, c'est la période de rappel possible. Alors la créance, c'est une créance en nombre de jours, puisque comme ils ne sont pas partis, on ne peut pas payer les congés payés, donc ce sont des jours qu'on donnera. Et ils ont 2 ans pour agir à compter de l'entrée en vigueur de la loi. Donc la loi étant entrée en vigueur le 24 avril 2024, ils ont jusqu'au 23 avril 2026 pour tenter une action en réclamation de rappel de jours de congés payés
depuis le 1er décembre 2009. Et là, on plafonne à 24 jours, toujours par année de référence. Et là, il faudra faire jouer sur cette période-là, éventuellement. On ne pourra pas faire jouer les périodes de report parce que les salariés n'ont pas été informés de leurs droits, puisque comme ils étaient en maladie, ils n'acquéraient pas à l'époque de congé, donc on n'a jamais informé les salariés des droits potentiels qu'ils auraient pu acquérir, parce que l'état de droit n'était pas celui d'aujourd'hui. Donc, ils peuvent revenir sur jusqu'à 1er décembre 2009 pour réclamer des jours de congés payés. Oups, bon, je vous ai perdu. Voilà. Et puis enfin, pour finir, une dernière synthèse pour faire la distinction entre les salariés en poste et les anciens salariés. Petite infographie un peu plus visuelle. On parle de forclusion pour les salariés qui sont en poste et de prescription, voilà, pour les salariés qui sont sortis. Et vous avez dans l'exemple le cas d'un salarié qui est sorti mais dont l'action est prescrite à ce jour, et des salariés sortis mais dont l'action n'est pas prescrite et qui sont encore pour le délai pour agir. Voilà pour moi, j'en ai terminé. J'espère que c'est plus clair maintenant que tout à l'heure, ou j'espère que je ne vous ai pas trop embrouillé. En tout cas, c'est important de repréciser le cadre général et le distinguo, et de bien s'appuyer sur la période de prise de congé, la période de référence. Ce sont les notions qui sont importantes pour les congés payés. Donc, merci de cette présentation-là. Et je ne sais pas, Céline, s'il y a des questions qui sont remontées dans le chat et qui pourraient être partagées de manière générale si tout le monde n'a pas eu accès au chat. Avant de dire que je reprenne la main pour dire ce que l'on va aller collecter comme information auprès des entreprises adaptées. Alors, j'ai répondu à effectivement quelques questions. Il reste les dernières. Mélanie, je te laisserai si tu veux les prendre. Sur l'obligation d'information, ce qui est important peut-être de dire, c'est qu'elle est obligatoire, quelle que soit la durée de l'arrêt. Et pour tout arrêt de travail, quelle que soit l'origine de l'arrêt, professionnel ou non professionnel, cette obligation, elle court. Elle court à la reprise du travail. Cette question est remontée plusieurs fois. Oui, c'est tout à fait. Il n'y a pas de distinction dans l'article du Code entre professionnel et non professionnel. Donc, toutes les absences sont visées, quelle que soit leur durée. Ce qui a peu de sens, comme je vous le disais, pour une absence inférieure à 4 semaines. Mais en soi, le texte ne nous dit pas qu'il ne faut pas le faire. Est-ce que là-dessus, il faut faire, entre guillemets, une phrase de précaution en disant que les jours, entre guillemets, qui sont potentiellement acquis là, avec l'arrêt de travail court, ne le seront définitivement que si la durée de l'absence sur la période dépasse les 4 semaines? Oui, on pourrait imaginer une phrase comme ça dans le courrier d'information du salarié. Peut-être l'information, même si le salarié il a acquis pendant son arrêt que 4 jours et qu'il a le temps de les prendre dans la période, il faut quand même procéder à l'information parce que ça fait courir les délais. Oui, aussi. C'est ça. En fait, cette obligation d'information, elle fait courir le délai de report. Donc, plus tôt on fait l'information, plus tôt le délai de report commence. Voilà. Après, il reste des cas particuliers, des exemples très précis, mais je pense que là, Mélanie, on les regardera peut-être et on y répondra par écrit. Oui, tout à fait. J'en ai vu une là là je peux répondre, un salarié encore en poste qui a été absent 5 fois un an depuis 2009 environ, oui, peut donc réclamer 5 fois 24 jours. Oui. Après, ce que je ne vous ai pas précisé, c'est que le texte nous dit qu'il faut une action en réclamation. Donc, une action en réclamation, ça veut dire une action devant le CPH. Maintenant, c'est un peu une question de pouvoir de direction et de gestion du climat social, c'est-à-dire que c'est à l'employeur de décider est-ce qu'il attend que le salarié aille au contentieux, quand bien même il est encore en poste, pour lui régulariser ses jours, ou alors
vous préférez éteindre le feu et dès lors que le salarié fait une réclamation écrite sans aller devant le CPH, vous souhaitez régulariser. Ça, c'est une décision de gestion. Mais la loi précise bien que normalement, l'élément déclencheur, c'est une action auprès du tribunal des prud'hommes. Oui, elle dit une action en réclamation. Une action en réclamation, ça veut bien dire tout à fait une action en justice. Et que les arrêts soient consécutifs ou pas. Je pense qu'on n'a pas de précision sur les... Mélanie, tu me confirmes ou tu m'infirmes d'ailleurs, qu'il n'y a pas de précision sur quels congés doivent être pris en priorité au retour du salarié entre les CP acquis pendant la maladie et Non, les CP. Enfin, après, par ordre de priorité, je dirais d'opposer d'abord les acquis les plus anciens. Les plus vieux, oui. Les plus vieux. Oui, ce solde. C'est ça. Comme dans l'ordre de prise des congés payés, parce qu'après, le salarié pourrait dire vous m'avez fait prendre les plus récents et puis vous m'avez fait perdre le délai de 15 mois et c'est à cause de vous que j'ai pas pu prendre mes CP reportés de 15 mois parce que vous avez bien fait attention d'attendre l'expiration de la période de prise. Donc ça pourrait se retourner contre l'employeur. Donc on fait comme les CP quand on a des reports, on écluse d'abord les plus anciens et jusqu'à ceux en cours, quoi. Est-ce que le salarié doit demander la prise de CP pour maladie lors de sa demande de CP? Pas forcément. Par contre, pour vous qui gérez le salarié et notamment son compteur, il faut que vous sachiez quel type de CP il prend pour écluser les compteurs. Parce que ça veut dire qu'il y a plusieurs types de CP et différentes périodes d'expiration de prise des CP. Donc, mais là encore, on prend les plus anciens. Si les plus anciens sont des CP acquis au titre de la maladie, on lui fait prendre d'abord cela. Il y a plusieurs questions là qui arrivent au fil de l'eau. Une personne qui est en arrêt. Faut-il minimum 4 semaines d'absence consécutive pour l'informer? Non. Non, information, ça peut être, quelle que soit la durée. Ouais. En fait, ce que je dis, c'est que le texte ne donne pas de limite. Donc, n'importe quelle absence, même si c'est un jour, même si c'est 2 jours, doit donner lieu à information. Après, je vous disais, cette information, elle n'a finalement de sens que si le salarié a été absent au moins 4 semaines, que ça soit de manière consécutive ou pas. Il peut avoir été absent plein de petits arrêts et qu'au final, à la fin de la période de référence, ça dépasse les 4 semaines. Personne qui était en période d'essai et qui est en arrêt maladie, oui, il acquiert des congés. Salarié, donc continue d'acquérir. La demande d'un ancien salarié doit être faite devant le conseil de prud'homme. Oui. Là aussi, c'est la prescription de l'action, c'est l'action en justice. Donc oui. Sous quelle forme doit être faite l'information par lettre? Alors, l'information, elle doit être faite de manière à ce elle confère date certaine. Donc, il faut qu'on puisse prouver qu'on l'a fait à telle date et que le salarié l'a bien reçu. Donc, un lettre RR, c'est très bien. Une remise en main propre contre décharge, c'est très bien. Le bulletin, c'est que partiel, sauf si on joint avec le bulletin un courrier que le salarié signe. Là, vous pouvez prouver qu'il l'a bien eu. Un dépôt sur le coffre-fort, on a eu la question, par exemple, sur les coffres-forts électroniques. Pas sûr qu'on puisse avoir l'information que le salarié a reçue. On n'a pas forcément une alerte quand le salarié ouvre son coffre-fort et télécharge le document. Donc là, c'est peut-être à éviter. Combien de temps on a pour régulariser une fois que le salarié a fait la demande? Il n'y a pas de délai.
c'est au plus tôt. Après, il faut un temps pour faire les calculs, pour reconstituer l'historique. Donc, il n'y a pas forcément de délai. Juste, Mélanie, une question qui revenait aussi. Aujourd'hui, est-ce que vous sentez des demandes, notamment sur des salariés sortis, beaucoup de demandes engagées? Est-ce que les tribunaux commencent déjà à être submergés de demandes, ou c'est encore quelque chose qui n'est pas encore très, très développé aujourd'hui? Alors, de notre côté, on n'a pas forcément la vision contentieuse, mais en tout cas des remontées qui nous sont faites par les centres gestion sociale qui gèrent les payes des clients. C'est quand même au cas par cas. Il y a quelques moments, au moment du solde de tout compte, en fait, en général, le salarié réclame et les clients veulent régulariser. J'ai discuté avec un avocat la semaine dernière. Il n'y avait pas tant de demandes de contentieux. Par contre, d'autres questions du même type, voilà, quand vous posez la question de combien ça peut représenter, soit pour une branche, soit pour une profession, soit pour une société qui reprend un marché, qui reprend un historique de salariés, où là, elle repart aussi avec le passif. Mais pour l'instant, enfin, des remontées que nous on a, c'est plutôt mesuré, on va dire. Maintenant, il suffit qu'il y ait des syndicats dans la structure, qui soient actifs, et là, ça peut faire un peu plus mal. Ouais. Ouais. Et ce qui risque de se passer aussi potentiellement chez nous, c'est qu'on peut avoir des personnes sous curatelle ou sous tutelle, et quand les structures démarreront pour un salarié, elles risquent de démarrer de manière massive pour l'intégralité des salariés Oui. qu'elles accompagnent. Ok. En tout cas, merci pour les informations. On vous passera bien entendu le support derrière. On fera un relais des questions qui ont été mis dans le chat. On vous les partagera aussi. Et juste, moi, déjà, je voulais remercier Mélanie, je voulais remercier Céline de nous avoir accompagnés sur cette séquence. Et donc, vous rappelez qu'on allait vous solliciter sur un questionnaire pour dimensionner auprès du ministère du Travail, puisque c'est une demande du ministère du Travail, un fonds de compensation. C'est ce que l'on est en train de négocier aujourd'hui pour les entreprises adaptées, mais on a besoin d'avoir une idée potentiellement du nombre de salariés qui pourraient être concernés. Et donc, on est uniquement sur les salariés qui sont sortis de l'effectif. Et le choix que l'on a fait, c'est de partir sur un délai de prescription à 3 ans, donc dans ce que l'on a préparé. Donc, on va vous interroger sur la volumétrie du nombre de salariés qui sont concernés et sur le nombre de jours de congés que les salariés absents auraient pu acquérir sur les périodes, pour pouvoir estimer derrière une volumétrie d'enveloppe que le ministère du Travail, que l'on aimerait se faire prendre en charge par le ministère du Travail, en tout cas avoir la quote-part de l'aide au poste que l'on aurait pu éventuellement percevoir si le salarié était encore en poste au moment où le changement de loi a été appliqué. Donc, on vous fait parvenir ce questionnaire. On est en train de finaliser la mise en forme du questionnaire. On vous le fait parvenir et on vous demandera une réponse sur les 15 premiers jours de septembre afin de pouvoir entrer en contact avec la DGEFP et donner une volumétrie qui nous permettrait de pouvoir dimensionner l'enveloppe financière qui est concernée. Et donc, on ira donc que sur la prescription de 3 ans. Donc, on vous demandera période par période le nombre de jours, le nombre de personnes et le nombre de jours qui sont concernés. Donc, certes, ça va nécessiter un petit peu de travail de votre côté, mais on est obligé d'avoir ces éléments-là pour pouvoir avancer sur le sujet, parce que sans ce sujet-là, sans avoir un dimensionnement de l'enveloppe, les choses risquent de tourner un petit peu en rond, surtout dans le contexte politique que l'on connaît aujourd'hui, qui est pas simple en termes de prise de décision. Donc, on vous remercie par avance du travail que vous ferez, des réponses que vous pourriez nous apporter pour que l'on puisse avancer sur le sujet. C'est un sujet qui est quand même non neutre pour les structures, donc c'est très, très important de pouvoir le dimensionner correctement.
Donc, on vous remercie beaucoup. Merci de votre présence. Merci à tous. Merci de m'avoir invité à cette présentation. C'était un plaisir. J'espère que vous repartez avec les idées plus claires. Voilà. Si Ouais, c'est le cas, l'objectif est rempli. d'accord. Merci beaucoup. Bonne journée à tous. Bon congé pour ceux qui partent prochainement et bon courage pour ceux qui ont encore quelques jours, voire quelques semaines de travail. Merci à tous. Merci. Bonne journée. Mais-